Nadia vous propose Café Noir. Et c'est pour qui les cafés? Une émission présentée par Nadia Hadawi. Ça déménage. Bonjour, le Café Noir d'aujourd'hui, on va le prendre avec trois invités. Je reçois aujourd'hui donc Edwy Plenel, Pierre Aski et Riyad Ferjani. Bonjour. Bonjour. Et on va parler bien sûr du colloque qui se tient depuis hier à Tunis sur médias et Internet, mais on va aussi parler de journalisme et on va aussi parler de révolution numérique et qu'est-ce que cela implique pour nous en Tunisie et ailleurs. Alors Riyad, je vais te demander tout de suite de parler à ma place, tu nous diras mieux comment se tiennent ces panels et comment, puisque tu as été aussi modérateur hier sur l'un des panels, sur l'un des thèmes. Oui, l'intérêt de ce colloque, c'est que il a l'ambition modeste de renouveler les problématiques, de déplacer les cadres habituels, d'envisager le rapport entre les médias, les nouveaux médias, le journalisme classique et le journalisme citoyen, les médias online et les médias classiques, etc. Et hier, il y a eu parmi les panels, entre autres le panel que j'ai dirigé, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a une manière d'envisager des ponts, des liens entre le journalisme classique et le journalisme électronique, le cyberactivisme et la résistance. Bien sûr, de prime abord, les choses ne se présentent pas de la même manière en Tunisie et en France, ouais. mais finalement, on a trouvé que les choses ne sont pas si différentes que ça, et peut-être nos invités auront à parler de leurs expériences, comment ils ont tenté l'aventure. Ouais. Du journalisme électronique, eux qui ont une très grande expérience en matière de journalisme dans deux quotidiens. Sur le numérique. Voilà, sur le journalisme classique, donc le journal Le Monde pour Edwy Plenel et le journal Libération pour Pierre Aski. Dans ce que tu viens de dire, ce n'est pas très modeste comme problématique. Tu as dit que c'était modeste. Donc je vais représenter nos invités. Edwy Plenel, cofondateur et président de Mediapart et anciennement journaliste au Monde. Encore journaliste au Monde, hein, je dirais. Parce que vous écrivez, vous avez un... Non, je n'ai aucun rapport avec Le Monde depuis 2005, après y avoir travaillé 25 ans. Maintenant, je ne m'occupe que de Mediapart. C'est dommage pour les lecteurs du Monde. Mais les lecteurs du Monde abandonnent Le Monde pour désormais lire Mediapart. Oui, et même nous aussi, parce que Mediapart était censuré au départ en 2008. Et le 2 décembre dernier, vous avez fait des portes ouvertes sur numérique. Numérique, oui, pour fêter l'indépendance, de Mediapart. Alors comment c'est arrivé Mediapart, c'est un laboratoire par rapport à l'ébranlement que vivent les métiers de l'information, avec des situations, des degrés différents selon les pays, selon les situations. Je voudrais... On est ici en Tunisie, je pourrais bien sûr parler de Mediapart, de notre engagement journalistique, professionnel et au fond de solidarité avec la révolution tunisienne qui fait qu'on a été très présent, qu'on a eu beaucoup de reporters. Il y a actuellement 3 journalistes actuellement en Tunisie, Pierre Puchot qui en a même fait un livre, Lénaïque Bredou et Mathieu Magnodex qui viennent de sortir Tunis Connection autour des compromissions françaises avec la dictature. Mais je préfère faire écho au colloque et à tous ces enjeux. Il y a dans le monde entier actuellement une révolution qui est une révolution objective, qui est la révolution numérique, qui est en fait de même ampleur que toutes les 2 précédentes révolutions industrielles. C'est pour ça qu'il y a tous les objets mobiles, le virtuel qui nous permet de communiquer différemment, les réseaux sociaux, mais derrière c'est un ébranlement culturel, économique, profond des sociétés, et
tout le journalisme dans tous les pays est ébranlé par cela. Il est ébranlé parce que désormais les citoyens sont désormais acteurs de l'information. Ce n'est plus les professionnels qui sont maîtres seuls de ce débat et qui donnaient la parole aux citoyens. Désormais les citoyens la prennent. Y compris, j'ai les échos des batailles qu'il y a actuellement en Tunisie et moi je ne serais pas inquiet comme le sont peut-être certains confrères. Il faut se battre sur des principes, mais il faut se dire aussi que c'est des processus qui arrivent, qui ébranlent, qui recréent d'autres dynamiques. Alors justement, la bonne nouvelle que représente ce qu'a fait la Tunisie et qui est en cours et en processus. Et pour nous, il y a une très forte attente de ce que vous pouvez inventer ici. C'est que cette révolution industrielle qui ébranle le monde, qui crée des puissances nouvelles. Quand on parle de l'ascension du Qatar, il faut lier à tout ça. C'est des moments où il y a de nouveaux pays, il y a des pays qui déclinent, c'est l'Europe qui est en crise, d'autres qui arrivent, etc. Eh bien, il faut qu'en même temps s'invente par les peuples une révolution démocratique. Une révolution démocratique qui permette de repenser ça. Et du coup, nous, que ce soit Rue 89, dont Pierre Aski va parler, et Mediapart que je représente, nous essayons, dans ce contexte-là, de montrer une nouvelle voie pour notre métier. Et la vérité, c'est que notre métier doit descendre de l'estrade. Et il doit accepter une idée, et j'en terminerai là, qui est que il s'était arrogé le monopole de l'opinion. Et je voudrais dire aux confrères ici et consoeurs qui sont dans ce maelstrom d'une révolution qui est toujours en cours, que notre premier métier n'est pas l'opinion. Ça, elle appartient aux citoyens. La liberté d'expression, l'éditorial, l'analyse, le commentaire. Désormais, ils n'ont pas besoin de nous, ils peuvent le faire sur Internet. En revanche, nous sommes requis par le cœur de notre métier, qui est l'information, l'enquête, le reportage, l'analyse, le terrain. Je pense que c'est là l'enjeu. La Tunisie ne se joue pas qu'à Tunis. Il faut des enquêtes, il faut des reportages, il faut faire vivre la société. Et c'est les faits qui feront bouger la société. Nous croyons, autrement on ne croirait pas à notre métier. Notre métier n'est pas de proclamer une opinion. Notre métier est de faire parler la réalité. Et c'est là que les citoyens nous attendent. Si on s'enferre dans l'idée « je vais penser à votre place », les citoyens nous en voudront et se battront contre nous. Et ils perdront la confiance en nous. C'est ce qui est arrivé à notre journalisme oui. Traditionnel. Et Mediapart, en tant que média participatif, je poserai tout à l'heure la même question à Pierre Aski. Hier, j'ai entendu dans le colloque que des gens n'étaient pas d'accord pour dire que c'était un journalisme citoyen. Parce que vous dites l'opinion, ce n'est plus nous, les journalistes. Donc, ils disent, on préfère dire média participatif que dire journalisme citoyen. C'est une relation. Mediapart, quand je dis que c'est un laboratoire, on a voulu symboliser ça avec le fait qu'il y a un journal qui est fait par des journalistes, avec ce cœur de métier que je viens de dire, et à côté il y a ce qu'on a appelé un club, pas au sens Rotary Club, au sens club des Jacobins, club des Girondins, club démocratique, club de l'élaboration et du bouillonnement de la démocratie, qui est ouvert à l'ensemble des abonnés de Mediapart qui peuvent tenir, c'est une plateforme de blog, qui peuvent tenir leur blog, tout ça est en accès libre, qui peuvent débattre, et c'est très important parce que nous sommes désormais, nous faisons un article, le public est là. Il nous rectifie, il nous corrige, il nous bouscule, il nous discute. Alors au début, ça, pour certains journalistes, c'est insupportable. Moi, je prétends qu'à l'inverse, ça crée de la confiance. N'oublions pas que nous, journalistes, nous sommes dépositaires, intermédiaires, relais d'un droit qui ne nous appartient pas. Et nous sommes requis par ce droit. C'est le droit de savoir des citoyens. Vous vivez un processus démocratique qui est tout jeune. Les citoyens ont tous le droit d'y participer, qu'ils aient fait des études, qu'ils soient nés où qu'ils soient fortunés ou pauvres, ils ont tous le droit de participer. Comment peuvent-ils participer? La démocratie, c'est pas que le droit de vote. Eh bien, pour participer, il faut qu'ils soient informés. Pas qu'on leur dise qu'il faut penser. Il faut d'abord les informer. C'est quoi la réalité économique? C'est quoi la réalité sociale? C'est quoi tout le débat qu'on a eu? Il y a eu une séance hier après-midi formidable sur l'open data, l'open gov. Il faut que tout le processus constitutionnel soit public. Il faut que ce soit dans toutes les langues, qu'on puisse contribuer en arabe dialectal, qu'on puisse avoir accès à ça. Vous devez, comme l'Islande, qui est un tout petit pays en Europe, 300 000 habitants, a vécu une révolution démocratique pacifique dans le cadre de la crise financière. Eh bien, l'Islande, c'est une grande île, mais un peu perdue. Il y a des volcans qui se réveillent parfois. La Tunisie est plus proche.
Eh bien, il faudrait que la Tunisie soit le laboratoire économique de cela. Ce n'est pas la bataille idéologique qui est la première aujourd'hui. C'est la bataille de refondation de cet écosystème démocratique dans lequel le journalisme doit montrer qu'il est au rendez-vous de cette attente sociale des citoyens. Pierre Asgui, vous êtes cofondateur donc, et collaborateur du site Rue 89. Le 89, c'est déjà une référence à la Révolution française. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Et donc, vous, quel est votre avis sur ce qui se passe en Tunisie, notamment puisque vous êtes très présent en Tunisie aussi? Oui, d'abord parce que j'y suis né moi-même. Oui, j'ai grandi, passé une partie de mon enfance, c'est ce qui a peut-être expliqué aussi notre attention très très rapide à ce qui se passait en Tunisie dès décembre 2010. Je vais reprendre un petit peu ce que disait Edoui. C'est vrai qu'on partage beaucoup d'approches communes et peut-être essayer de voir en quoi il y a des similarités entre ce que nous vivons en France et ce que vous vivez ici par rapport au journalisme. Alors, à première vue, on doit se dire, ça n'a rien à voir. Dans un cas, il y a une liberté de la presse, dans l'autre, il y avait une dictature. De fait, la démarche qui nous a amenés à créer ces sites et à organiser et à ouvrir les portes et les fenêtres du journalisme traditionnel vers les paroles citoyennes ont beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que on avait un système dans lequel la confiance des citoyens avait disparu. Les gens ici ne croyaient pas les médias de la dictature. Les journalistes en France ne sont pas plus crus. Il y a des sondages depuis 20 ans qui montrent l'érosion de la crédibilité de la parole journalistique pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est que les citoyens ont le sentiment que le journalisme a renoncé à sa mission, entre guillemets, et que les journalistes sont passés avec armes et bagages du côté d'un establishment, du côté d'une élite oligarchique qui contrôle un peu tous les rouages de la société. Et que Internet est arrivé pour bousculer tout ça. Et il y a eu des démarches parallèles d'un certain nombre de journalistes issus de la presse traditionnelle. Moi, j'étais 26 ans à Libération. Edoui rappelait qu'il a passé 25 ans au Monde. Donc, on a des parcours relativement similaires. Et nous avons quitté cette plateforme-là par des expériences différentes qui nous ont amenés à reconsidérer un certain nombre de postulats, et notamment celui de cette posture verticale, c'est-à-dire que le journaliste dans sa tour d'ivoire qui est complètement coupé de ses lecteurs. Oui. Quand vous êtes dans un journal comme Le Monde ou Libération, le lecteur c'est une abstraction. Quand vous êtes sur Internet, le lecteur il est en face de vous et il a la parole. Et c'est une différence fondamentale. Ça change toute la règle du jeu. Ça change Pour moi, la révolution Internet, elle est d'abord là. Elle n'est pas dans la technologie. La technologie, c'est formidable. On utilise des outils nouveaux tous les jours et on s'amuse beaucoup avec ces outils. Mais la vraie révolution, elle est dans le rapport entre le journaliste et son lecteur. Le lecteur n'est plus un utilisateur ou un consommateur passif d'informations. Il est un utilisateur des informations, mais il est aussi un contributeur. Et il a pris la parole et il n'a aucune envie d'y renoncer. Il la prendra en collaboration avec les journalistes, si les journalistes ouvrent les portes et les fenêtres des médias. Il la prendra à côté, parce que la technologie le permet, si les journalistes refusent cette prise de parole. Et c'est là qu'il y a un vrai clivage aujourd'hui, politique et culturel, au sein de la profession, au sein des journalistes, en France et je pense ici aussi, entre ceux qui acceptent cette réalité et ce changement de posture, c'est-à-dire descendre du piédestal, et ceux qui refusent. Oui, Elias Feden, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi pour poser la question, je la pose à toi aussi, sur ce qui a changé, qu'est-ce qui a pu changer dans le regard des journalistes français sur la Tunisie après le 14 janvier. Bon, c'est devenu une date, on parlait pas beaucoup trop de dictature, même en France. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé? Edwy Plenel, Pierre Asgui et Elias Feden. Si je peux me permettre, je voudrais insister sur quelque chose que je considère très important et que nos deux invités ont souligné, c'est que malgré ce qu'on appelle cette révolution technologique que je mettrais entre guillemets, ouais. Malgré tout l'enthousiasme, il reste des fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, c'est la définition de l'information.
l'information n'est pas le récit. Il y a un travail sur ce que raconte Monsieur Tout-le-Monde, sur ce qui se dit dans les réseaux sociaux. L'information, c'est quelque chose, c'est un produit fait par des professionnels. La deuxième chose, on ne réinvente pas le journalisme. Les fondamentaux du journalisme, c'est le travail de terrain. Et c'est très important de le souligner parce que la marque de fabrique de la dictature, c'est la reprise des dépêches d'agence. C'est la rumeur aussi, hein. Et ce qu'on appelle les comptes rendus. Le reportage, je ne parlerai pas de l'enquête, c'est trop demandé, mais le reportage, l'interview était des genres extrêmement rares dans les médias tunisiens. Ça a changé un tout petit peu avec les interviews, mais le reportage et l'enquête restent encore, rares dans les médias tunisiens. Donc il y a des fondamentaux. On parle de journalisme citoyen, mais je pense que le rôle des professionnels. Bien sûr, parce que c'était totalement absent et interdit de faire des enquêtes. Reste très très important. Donc oui, il y a de nouvelles formes d'expression. Il y a un nouveau journalisme à inventer qui ferait participer ses lecteurs d'une manière un peu plus active. Mais il y a les fondamentaux du journalisme qui ne se réinventent pas. Sur votre question, et en écho avec ce que vient de dire, sur le regard français et du journalisme français, un an après la Révolution, c'est un regard pour une partie de la profession inquiet. Le pari qu'a lancé le peuple tunisien dérange tous ceux qui ne voulaient pas voir la dictature. Oui. Vous avez rappelé, Mediapart s'est créé en mars 2008, oui. Et quelques mois après, nous avons publié des enquêtes sur la Tunisie. Il n'était pas difficile de voir ce que tout Tunisien savait mais ne pouvait pas dire dans son pays. Et c'est à ce moment-là que nous avons été interdits d'accès ici en Tunisie, jusqu'à la Révolution. Et donc, beaucoup de journalistes, il y a un chapitre dans le livre Tunis Connection sur les compromissions journalistiques avec la dictature, beaucoup de journaux, de journalistes, de médias traditionnels français n'ont pas voulu voir, ont accompagné cet oubli. Pourquoi ? Et c'est là où on revient à notre attente, à nous, Pierre Aski, moi, qui sommes totalement solidaires du processus qui est ici, qui est fragile, qui est incertain, mais où l'histoire n'est jamais écrite. Eh bien, notre attente, c'est que nous avons besoin qu'ici ça réussisse pour nous réveiller chez nous. Nous sommes des démocraties en crise. Nous sommes des démocraties fatiguées. Je l'ai dit hier au colloque, nous sommes aussi des démocraties de basse intensité, travaillées par la crise économique, travaillées par la quête du pouvoir personnel, c'est ce qu'a représenté la présidence Sarkozy, travaillées dans certains territoires de l'Europe, voire en France, par des discours xénophobes, racistes, islamophobes. Tout cela est au cœur de notre pays. Et donc, comment on va sortir de cela ? Il faut sortir en redonnant confiance dans la création démocratique. La démocratie n'est jamais une donnée immobile. Et il nous faut une démocratie supérieure, plus vivante que ce que ça a été. Dans ce contexte, le journalisme a une responsabilité et doit se mettre en mouvement. Il doit se mettre en mouvement en acceptant que la société l'interpelle. Il est normal qu'une société qui n'a pas eu la parole, avec une question sociale au cœur de cela, parce qu'il y a les bien-nés, les diplômés, ceux qui ont accès, qui parlent. Et il y a une société qui désormais bouillonne. Elle bouscule. Oui, bien sûr qu'elle bouscule. Parfois, elle est virulente. Bien sûr qu'elle est virulente. Et il faut tout de suite la cataloguer. Il faut tout de suite dire « c'est terrible, vous me mettez en cause ». Bien non, il faut accepter ce qui est accepté en étant au rendez-vous de notre travail. Et en étant au rendez-vous de notre travail, et l'enquête est le cœur, les faits inédits, les faits qui vont faire réfléchir. Les faits nouveaux, comme vous le savez, Mediapart, c'est presque notre ADN, l'investigation. Nous avons sorti toutes sortes d'affaires, et y compris concernant, y compris la révolution tunisienne, des documents, mais sur la présidence de Nicolas Sarkozy, tout ce qui est au cœur des scandales de cette présidence. Eh bien, ces faits font bouger. Ces faits font réfléchir. Et donc, il faut faire ce travail et il faut par ailleurs mener la bataille sur
quel écosystème démocratique, d'où ce qu'on disait, l'accès aux documents, le droit d'accès des citoyens à l'information. Il faut se battre là-dessus. Les journalistes, je dis ça parce que je sens bien qu'il y a une inquiétude par rapport, je dirais, au débat partisan ici, par rapport aux résultats des élections, par rapport aux tensions que ça crée. Et je vois bien que tout ça est en cours. Mais et là-dessus, il ne faut pas du tout céder sur les principes, la liberté de l'information, etc. Bien sûr. Mais dans ce moment-là, en même temps, il faut prendre la ligne de crête, il faut inventer. Le numérique, tout dépend bien sûr du rythme technologique, du rythme démocratique. Toute la Tunisie n'est pas équipée. Mais hier, par exemple, on en a parlé. C'est vrai que le droit d'accès au numérique est un droit fondamental, est un processus qui permettrait une démocratisation plus rapide de l'information. Là, il faut se tourner vers les pouvoirs publics. J'entends qu'aujourd'hui, l'Allemagne, qui donne l'exemple, ce n'est pas la France, a converti la dette tunisienne en disant ça doit être des investissements. Il faut se battre pour dire, tiens, ces investissements doivent être aussi pour que tout le monde ait accès rapidement à l'information. Le droit d'accès à l'information, c'est un droit aussi fondamental que le droit à l'eau et à l'électricité, parce que c'est comme ça que se créera la démocratie. Donc tout ça, les journalistes, plutôt que de faire la morale au peuple sur ce qu'ils pensent, doivent mener cette bataille pour le peuple. Avec eux, pour une gouvernance ouverte notamment, ce qu'ils sont en train de se faire, Pour revenir à votre question sur le regard que les Français portent sur la Tunisie, je pense qu'on a eu un moment un peu magique, je pense, où la Tunisie est venue nous bousculer de manière extrêmement salutaire. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes se sont regardés avec un peu plus de difficulté dans la glace après la révolution tunisienne, parce qu'elle est venue les mettre devant leur conformisme, devant leur capacité infinie, hélas, à accepter des idées reçues, à accepter les idées dominantes, notamment celles qui avaient cours pendant très longtemps, que mieux valait un régime autoritaire comme Ben Ali qui était un rempart contre l'islamisme, et que c'est pas très grave, on va fermer les yeux sur les mauvais côtés de ce régime pour un bien plus grand qui est le rempart contre l'islamisme. Cette posture-là, elle a été acceptée pendant très longtemps. Beaucoup de journalistes ont renoncé à faire leur métier en Tunisie. Heureusement, c'est pas la totalité. Il y a des gens, il y a des journaux et il y a des journalistes qui ont fait leur boulot. Quand j'étais à Libération, on a un de nos journalistes, Christophe Boltanski, qui avait été agressé au cours d'un reportage en Tunisie. En 2005. Absolument. Parce qu'il faisait des reportages qui dérangeaient. Donc, il y a eu heureusement des gens qui ont sauvé l'honneur, je pense, de notre profession. Mais globalement, les journalistes français ont renoncé à faire leur travail vis-à-vis du régime tunisien parce qu'il y avait un environnement idéologique qui les conduisait à fermer les yeux sur cette situation. Le 14 janvier a été un coup d'éclat qui nous a montré à quel point il y avait eu une part d'aveuglement, de complicité, parce qu'il y avait aussi une part de journalistes achetés, il faut bien employer le mot, que la Tunisie a su, la Tunisie Ben Ali a su jouer de cette carte et de cette corde très facile, et que voilà, ça s'est révélé être une profession malléable et achetable. Et ça, c'est grave. Et je pense que le 14 janvier, il y a eu ce réveil douloureux de la profession, qui s'est doublé évidemment d'une admiration parce que l'improbable, l'invraisemblable, l'impossible s'est produit. C'est-à-dire que sans parti d'avant-garde, sans mouvement structuré, sans leader providentiel, le peuple tunisien a renversé une dictature, ce qui était quand même pas un scénario que les think tanks avaient prévu, et encore moins les journalistes. Vu d'ici, je dirais que le regard des journalistes français n'est pas unique. On peut pas dire il y a un regard des journalistes français ou des médias français sur la Tunisie. Moi qui observe la question depuis très longtemps, au moment de la Révolution, après la Révolution, il y a une pluralité de voix dans le journalisme français, dans ce qu'ils disent, ce qu'ils font sur la Tunisie. Il y a un premier regard qu'on pourrait qualifier d'enthousiasme, qui faisant table rase du passé, des compromissions, etc., et célébrant la révolution tunisienne et cette explosion de joie et de liberté d'expression.
en focalisant sur les porte-étendards, je mets tout ça entre guillemets, de cette liberté d'expression qui seraient les blogueurs. Et puis, il y a un regard plus distancié, plus interrogateur, plus scruteur de la réalité tunisienne qui est porté par des médias comme Rue 89 ou Mediapart. Et un troisième regard qui serait le porte-voix de je ne sais trop qui dit que non, en Tunisie, il n'y a pas eu une révolution, c'est un coup d'État. Et ça se répète depuis à peu près le mois de mars 2011 jusqu'à aujourd'hui. Mais en Tunisie, il n'y a pas eu de révolution, c'est un coup d'État. Et voilà, c'est ce qui est intéressant quand on parle de la France, de l'Occident, des médias français. Il faut, me semble-t-il, faire très attention pour ne pas reproduire la guerre des civilisations et tout ce discours qui n'a Mais c'est ce que disait Edoui Plenel hier. Qui n'a aucune consistance dans la réalité. Le regard, il est pluriel. Il suffit de prêter attention, de comparer, et on voit qu'il y a différents positionnements par rapport à ce que nous vivons, et l'intérêt, mais vous l'avez souligné, je passerai très très vite là-dessus, l'intérêt que porte tout le monde médiatique à la révolution tunisienne, il dépend aussi du positionnement des catégories de journalistes et des médias qui informent. Il y a plusieurs identités qui sont remises en question en fait. Du Plenel, pas seulement celle des journalistes. Il y a juste une chose, je voulais dire, c'est qu'aussi la Tunisie rentre dans nos fantasmes, dans nos débats, dans nos instrumentalisations d'un certain nombre de questions dans le débat français. Et en particulier, on a bien vu que la place de l'islam dans le débat politique français a été instrumentalisée, notamment par Sarkozy dans sa quête de récupération d'un vote qui était plutôt allé vers le Front National, et que cet épouvantail de l'islam en France se double de l'effet miroir qu'a représenté la victoire du parti Ennahda en Tunisie. Et et en particulier, il y a un petit élément supplémentaire, c'est le vote des Tunisiens de France qui ont placé Ennahda en tête et qui a été utilisé, on l'a vu dans un certain nombre de commentaires tout de suite après, comme vous voyez bien qu'il y a une cinquième colonne à l'intérieur de la population française dont il faut se méfier puisqu'elle n'est pas porteuse des valeurs de la République. Et je pense que ce discours-là, il est extrêmement dangereux, il est très néfaste et il est pernicieux parce que il introduit dans des éléments de division dans la société française, et il utilise tout ce qu'il peut trouver dans l'actualité quotidienne pour renforcer des préjugés, des idées reçues, et que il y a eu cette période au moment des élections qui a été, je pense, extrêmement dangereuse. Je pense qu'on en est revenu, que le moment où les gros titres étaient sur les islamistes sont aux portes du palais, ce moment s'est un peu calmé, mais il y a ce danger permanent de l'instrumentalisation de cette question dans le débat français. Je voudrais vraiment insister sur ce que vient de dire Pierre, parce que c'est nous, en tout cas pour Pierre Aski et moi-même, et la part du métier, parce qu'en effet, il n'y a pas les médias, il n'y a pas les journalistes, c'est aussi un champ de bataille, le journalisme, un pluralisme, et notre regard sur ce qui se joue ici est un regard totalement impliqué et concerné, parce que je pense que le défi qu'a lancé au monde le peuple tunisien nous concerne tous. Ce n'est pas seulement l'invention ici que vous allez faire. Vous avez allumé un processus qui ébranle tout le monde arabe, mais qui ébranle nos pays aussi. Et en l'occurrence, la bataille se joue chez nous. Quelle bataille ? Ceux qui disent c'était un coup d'État, il n'y a pas eu de révolution, c'est ceux qui s'étaient compromis avec la dictature. C'est ceux qui, quand même, de la France aux États-Unis, parce que tout le monde qui s'était engagé dans la guerre de civilisation est concerné, qui ont préféré longtemps dire soutenons une dictature, soutenons et acceptons la torture, les traitements dégradants, les violations des droits humains, au nom d'un péril qui était brandi. C'est pour
pour ça que moi j'ai dit, au moment de la révolution tunisienne, nous avons fait une soirée de solidarité le 7 février, où d'ailleurs l'un des orateurs, aux côtés de Stéphane Hessel et d'un représentant de la dynamique égyptienne qui était Mahmoud Hussein, était Monsef Marzouki, qui est aujourd'hui le président de la République tunisienne. J'ai dit, la révolution tunisienne nous libère. Elle nous libère aussi de nos peurs, les peurs qui sont exploitées en Europe. Parce que pour ne pas résoudre les questions sociales, pour continuer à confisquer la démocratie, on crée une logique du bouc émissaire. Et le bouc émissaire en Europe, il repose sur 3 mots, islam, musulman, arabe. C'est ça le bouc émissaire, pour essayer de ne pas penser nos problèmes. Et donc, nous sommes dans ce moment-là où tous ceux qui utilisent cette logique du bouc émissaire veulent qu'ici ça échoue, veulent qu'ici ce ne soit pas une invention démocratique, veulent être confortés dans leurs préjugés. Ils veulent ça, parce qu'ils veulent retrouver cette logique-là. Il faut bien voir que le plus grand cinglant démenti à leur logique de bouc émissaire a été ce que décrivait Pierre, cette surprise d'une révolution pacifique, faite sans leader, sans avant-garde autoproclamée, par le peuple lui-même et surtout par sa jeunesse, que l'on disait prise dans la consommation, dans tout ça, et qui est là. Quelle a été la réaction de nos gouvernants? Au lieu d'être dans la solidarité, vous avez accueilli entre 150 000 et 200 000 Libyens et toute l'Europe était en crise pour 30 000 réfugiés à Lampedusa. Qu'est-ce que c'est ça? Et donc il y a une vraie bataille qui est au cœur de notre présidentielle en France. De quel sursaut on va faire là-dessus et de quelle nouvelle relation on va avoir. Et donc la bataille politique qu'il y a ici, dans la diversité des courants, renvoie aussi, pour moi, à comment se jouera chez nous une relation nouvelle, une alliance nouvelle. Rendez-vous compte, notre président, qui est quand même, pour moi, je dirais, une sorte d'incendiaire quelque part, et je l'ai dit hier, on m'a posé la question en rigolant, quelle est la première menace sur la liberté de l'information pour la France, et j'ai répondu, la première menace, c'est la réélection de Nicolas Sarkozy. J'ai ajouté, la deuxième menace, c'est que les journalistes ne se battent pas bien pour leur indépendance et pour leur métier. Je souligne que dans le moment où le peuple syrien fait ce qu'il fait, qui force l'admiration, la France, en prenant prétexte de l'utilisation, en donnant des leçons à un peuple sur sa mémoire, a utilisé la question arménienne pour créer une brouille avec la Turquie, qui est au cœur de tous les enjeux géopolitiques pour arriver à trouver des leviers d'alliance au niveau de ce qui se joue en Syrie. C'est irresponsable. Donc vous voyez bien, il y a un jeu politique qui est très important. Et là, vraiment, notre attente, c'est-à-dire que nous ne sommes pas spectateurs. Nous sommes, pour moi, profondément impliqués par ce qui se passe ici en Tunisie. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même, Riyad Ferjeni, si tu permets, puisque tu es revenu sur les essentiels du journalisme, poser la question à Edoui Plenel, qui a enseigné le journalisme. J'enseigne toujours à Montpellier et à Neuchâtel. Et parce que je me suis rappelé l'autoportrait que vous avez fait, le journaliste et le président. Alors comment aujourd'hui, que diriez-vous aux journalistes tunisiens qui n'ont pas encore, le code de la presse n'est pas encore tout à fait en vigueur, parce que le journaliste n'est pas protégé, non, et sa source n'est pas protégée. Ce que vous avez écrit notamment sur les affaires de l'écoute de l'Élysée et tout ça, enfin, on commence à devenir journaliste peut-être en faisant l'investigation politique. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui? Il faut se battre pour une loi. Il y a ceux qui forment les journalistes aussi. Il faut ici que les journalistes, comme citoyens, se battent au nom du peuple et du droit du peuple à l'information, à l'accès à l'information, pour une loi fondamentale, la plus exemplaire possible, sur la liberté de l'information. Ça veut dire un droit d'accès à l'équivalence de ce qui existe aux États-Unis, le Freedom of Information Act. Cela veut dire une protection des sources. Cela veut dire que on accepte cette idée que il y a des informations d'intérêt public et que ce n'est pas au pouvoir politique, ce n'est pas à l'administration de juger ce qui est d'intérêt public, ça se joue devant les tribunaux. L'intérêt public, c'est qu'une information doit pouvoir déranger si elle est d'intérêt public, elle doit pouvoir bousculer. Et donc, il y a beaucoup de textes, de documents, et il faut là-dedans que la neutralité d'Internet. Je vois tout le débat, hier on en a parlé, il y a ceux qui disent il faut contrôler Internet au nom de la pédopornographie, etc., le filtrage.
Nous avons ces débats en France. C'est un cheval de Troie, comme il y a eu le terrorisme comme cheval de Troie contre les libertés fondamentales. Et il faut... Toutes ces batailles-là sont importantes. Donc moi, ce que je dirais, c'est que j'aimerais pouvoir dire aujourd'hui, la loi votée en Tunisie sur la liberté de l'information en 2012, et c'est mon vœu pour l'année, est l'exemple même de ce que nous devons faire en France. J'appelle une alternance en France, eh bien j'espère pouvoir dire, comme journaliste, que cette alternance doit devenir une alternative à l'image de la démocratie tunisienne. Voilà ce que je vous souhaite, voilà pourquoi vous devez vous battre. Pierre Azgui, juste, il nous reste peut-être une minute, me dit Anis. Le modèle économique des journaux en ligne, alors, est-ce que vraiment ils ont un avenir je ne sais pas comment vous voyez l'évolution ce modèle. On est au milieu d'une transition, pas seulement la transition tunisienne, mais une transition globale au niveau de la presse. C'est-à-dire que le vieux monde, le vieux modèle de la presse s'est écroulé, il est mort dans la réalité, il est encore en train de vivre, mais il a de fait heurté un mur. Et de l'autre côté, le modèle de la presse en ligne ou le modèle alternatif de la presse est encore en construction. Donc on est dans un entre-deux qui fait qu'il est effectivement très difficile aujourd'hui de faire émerger des modèles stables, surtout dans un contexte économique comme celui que nous vivons. Mais moi je suis convaincu que d'abord, il y a des modèles journalistiques qui sont en train de se mettre en place et que les modèles économiques se mettront progressivement en place pour permettre l'émergence de nouveaux médias et leur permettre de vivre de manière pérenne et avec des vrais moyens de se développer. Mais l'essentiel, il n'est pas dans les modèles économiques, il est d'abord dans la tête des journalistes. Et vous demandiez les conseils tout à l'heure. Moi je dirais le premier conseil, c'est l'humilité. C'est-à-dire l'humilité face à sa responsabilité, face à son métier et face au lecteur. L'humilité dont parlait Léa Ferjani tout à l'heure. On n'a plus le temps, si tu as un dernier mot à dire, Léa Ferjani. Oui, un dernier mot. En matière de journalisme et de médias, je pense que la question d'économie est une question éminemment politique. Parce que quand on parle de modèle économique, c'est tout de suite en rapport avec l'indépendance des médias, le professionnalisme. Et juste un dernier mot. En Tunisie, on parle beaucoup, enfin le mot à la mode, c'est investigation, etc. L'investigation nécessite du temps et de l'argent. Est-ce que les journaux, enfin les médias ont de l'argent et du temps à donner? Oui, j'aurais voulu poser la question aussi à Edwy Plenel et Pierre Azgui. Comment on devient un bon journaliste d'investigation? Effectivement, c'est pas uniquement une technique ou une question de liberté, c'est aussi une question... Il faut avoir ses réseaux aussi. C'est aussi une question de moyens et une enquête d'investigation, ça ne s'invente pas en 24 heures, ni même en 48 heures. Il faut beaucoup de travail. Bon, avec le temps, on prend la main et on est un peu plus rapide, mais ce n'est pas quelque chose qu'on rédige comme un article d'opinion ou un billet d'humeur. C'est pourquoi beaucoup de journalistes tunisiens aujourd'hui sont jaloux de Mediapart, parce que quand ils font ce qu'ils sortent sur la Tunisie, ils disent on a il y a eu des révélations cette semaine sur les circonstances des violences et des morts, des martyrs dans le moment même de la transition. Hier, une interview de l'ancien Premier ministre Ranouchi faisait écho à ce qui a été publié par Mediapart, où l'ancien Premier ministre a passé, il est revenu sur ce qui s'est passé en donnant une autre version de ce qu'a avancé Pierre Puchot. L'humilité dont parlait Pierre est aussi une humilité à l'égard de nos sources, puisque tout le travail de Pierre Puchot n'existerait pas sans les Tunisiens qui l'informent. Merci beaucoup Léa Ferjani, merci beaucoup Edwy Plenel, merci beaucoup Pierre Azgui d'être venu. Le débat n'est pas clos, mais on le continuera hors micro. Merci. Au revoir. Merci Anis.